TF1 20h avec Jean-Claude Bourret. Carter-Kennedy, le dernier round, la convention démocrate ouverte aujourd'hui devrait confirmer la candidature de Jimmy Carter pour les présidentielles de novembre. Veau Connection, engraisser des veaux aux hormones pour gonfler les bénéfices, c'est la recette d'un trafic très bien organisé. Patrick Ponce lutte contre la mort. Après le dramatique accident du champion du monde, la sécurité des circuits motocyclistes est-elle en cause? Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis certain d'être réélu président des États-Unis. C'est ce que Jimmy Carter a déclaré à la télévision américaine. L'interview a été enregistrée ce dernier week-end à la Maison-Blanche, une interview réalisée en compagnie de Madame Carter, qui a fait l'éloge des qualités de son mari. Nous aurions très bien pu avoir la guerre en Iran s'il n'avait pas été aussi équilibré. Je suis très fier de lui, a souligné Rosalynn Carter. Mais l'immuable sourire du président Carter et son apparente conviction profonde sur son prochain succès électoral cachent mal les attaques dont il est l'objet au sein même de son propre parti. Quant à l'opinion publique américaine, c'est autre chose. Les derniers sondages montrent que l'impopularité du président Carter a battu tous les records détenus par ses prédécesseurs. 7 Américains sur 10 ne lui font plus confiance. C'est dans ce climat curieux que s'ouvre la convention du Parti démocrate à New York. C'est la 38e. En principe, il n'y a pas de surprise lors de ces conventions, puisque les grands électeurs ont été choisis par l'électeur de base en fonction du candidat qu'il a décidé de soutenir. Mais cette fois, on parle d'une convention ouverte, c'est-à-dire que l'on donnerait la liberté de vote à chacun des délégués. Autrement dit, un délégué élu parce qu'il avait promis de voter pour Carter pourrait très bien voter pour Kennedy. Où en est-on ce soir, alors qu'à New York, l'après-midi commence à peine en heure locale? De New York, notre envoyé spécial, Dominique Bomberger. 24 heures avant l'ouverture de la convention, le Madison Square Garden avait pris l'allure d'une place forte assiégée. 2500 policiers de la ville de New York avaient été mobilisés pour la semaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble. Il faut dire que traditionnellement, les conventions démocrates sont l'occasion de toutes sortes de manifestations. La première regroupait pêle-mêle des partisans de l'indépendance de Porto Rico, des droits des femmes, des fermiers, des homosexuels, des animaux, des enfants ou des militants du Parti communiste, tous espérant attirer l'attention de la Convention. Quant à Ted Kennedy, courant de réunion en réunion, il s'efforçait de mobiliser à la dernière minute le maximum de votes pour la bataille de cette nuit. Le sénateur du Massachusetts n'a en effet que 1250 délégués contre près de 2000 à Carter. S'il n'obtient pas dans les heures qui viennent que ces délégués soient libérés de leur obligation de vote, il aura par conséquent perdu la partie et la Convention réélira Jimmy Carter. À la différence de ce qui s'était produit en 1976, cependant, le parti est profondément divisé. Il y a 4 ans se tenait aux côtés de Jimmy Carter au moment de sa nomination McGovern, le représentant des Colombes pendant la guerre du Vietnam, et George Wallace, dernier symbole du sud-racisme. Cette année, au contraire, les premières journées de la Convention risquent d'être l'occasion d'affrontements dramatiques, d'un bain de sang, disent même certains délégués. Et l'expérience des 20 dernières années montre que le parti sorti divisé de sa Convention a toujours perdu l'élection présidentielle. Les pressions s'accentuent donc sur Kennedy pour que, battu, il accepte de soutenir le président. Mais le sénateur pose ses conditions. Il faut, dit-il, que Carter accepte de faire évoluer sa politique économique et sociale dans ma direction. Le président hier a souligné que le but premier de tout démocrate devait être de battre Ronald Reagan, le candidat le plus conservateur, a-t-il dit, depuis 1964 et Barry Goldwater. Et il a fait certaines concessions sur le programme à son concurrent, car il ne fait aucun doute qu'il aura besoin du soutien de ce dernier. Même s'il est battu ce soir, comme tout semble l'indiquer, Ted Kennedy restera l'homme de cette convention. Car les chances de réélection de Jimmy Carter, déjà largement distancées dans les sondages par Ronald Reagan, seraient à peu près inexistantes si une frange importante de l'aile gauche du Parti démocrate venait à lui manquer. Or, ces électeurs-là, Ted Kennedy est le seul à pouvoir les rameuter. En ce sens, il est aujourd'hui le maître du jeu. Dominique Bomberger, TF1, New York. 2 informations qui nous sont parvenues tard dans la soirée, qui sont des informations assez inquiétantes, puisque les 5 sociétés qui participent, les 5 sociétés françaises qui participent à la construction du réacteur nucléaire pour l'Irak, ont reçu des menaces téléphoniques, des menaces d'attentats. Or, ces menaces sont prises très au sérieux, puisque vous savez qu'il y a 2 ans, un attentat en 1979 avait été réalisé, attentat au cours duquel un commando non identifié avait déjà fait sauter le cœur du réacteur destiné à l'Irak.
Et puis en liaison avec l'attentat de Bologne, semble-t-il, un policier français a été suspendu pour activité d'extrême droite. Il s'agit de M. Durand, inspecteur des renseignements généraux, dont le nom a été cité par la presse italienne à propos de l'attentat de Bologne. Alors on ne sait pas très bien s'il est impliqué ou pas dans cet attentat. D'après les renseignements que nous avons, il semblerait que non, mais il aurait commis des fautes professionnelles en prenant contact notamment avec des mouvements d'extrême droite en Italie sans en référer à ses chefs. Manifestation des marins pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, le port du Touquet est bloqué, l'aéroport du Touquet a été bloqué tout cet après-midi, les marins pêcheurs de Port-en-Bessin dans le Calvados observent une grève illimitée. À l'origine de ce conflit, la décision des armateurs de diminuer le nombre des marins sur les grands chalutiers. En ce mois d'août, le conflit des pêcheurs se durcit. Le point avec Brigitte Matron. Nouvelle illustration de la crise qui touche le monde de la pêche. À Port-en-Bessin, sur la côte normande, les pêcheurs se sont mis en grève illimitée. Cette décision a été prise par les pêcheurs restés à terre et les chalutiers actuellement en mer ont reçu un message les enjoignant de regagner immédiatement leur port d'attache. Pour soutenir les revendications de leurs maris, une centaine de femmes occupent depuis ce matin le bureau des affaires maritimes. Les pêcheurs veulent un allègement de leurs charges sociales et une réduction du prix du carburant pour leurs 48 chalutiers. Avant l'opération Ville Morte, prévue pour mercredi, les pêcheurs de Boulogne, quant à eux, poursuivent leurs opérations coup de poing. Ils sont déjà assurés du soutien des artisans pêcheurs d'Étaples. Dans une opération conjointe, ils ont envahi cet après-midi les pistes de l'aéroport du Touquet, empêchant le départ des avions. D'autre part, les pêcheurs ont bloqué pendant plusieurs heures cet après-midi le pont principal qui relie Étaples au Touquet-Plage. Rappelons que ce matin, les artisans pêcheurs d'Étaples ont voté une grève de 6 jours, par solidarité avec leurs collègues boulonnais et pour appuyer leurs propres revendications. Les manifestants devraient bientôt évacuer l'aéroport du Touquet, envisageant sans doute de nouvelles opérations surprises. Effectivement, l'aéroport a été évacué il y a un peu plus d'1 heure et demie maintenant. Manufrance serait une nouvelle fois sauvée. La mutuelle d'assurance Massif, principal actionnaire de la nouvelle société Manufrance, aurait en effet obtenu le rachat des actifs, c'est-à-dire des bâtiments et des machines de l'ancienne société. Ce rachat permettrait à la Massif d'apporter sa caution à un prêt de 40 millions de francs qui résoudrait temporairement les problèmes de Manufrance. Après les vétérinaires et les éleveurs, ce sont maintenant certains pharmaciens qui sont accusés de pratiquer le trafic d'hormones pour doper les veaux. Le syndicat des vétérinaires des Vosges vient d'affirmer que plusieurs pharmaciens avaient vendu illégalement aux éleveurs non seulement des hormones, mais aussi des antibiotiques. Or, un veau élevé aux hormones et aux antibiotiques est dangereux pour le consommateur. Cette affaire vosgienne s'ajoute à l'affaire de Périgueux, où des vétérinaires avaient été inculpés, s'ajoute aussi à une autre affaire du même genre dans la région Rhône-Alpes et à l'affaire de Bretagne. Cette dernière affaire, vous le savez, avait provoqué la démission au mois de juin du Conseil de l'Ordre des vétérinaires, qui entendait ainsi protester contre le manque de contrôle et la réglementation bafouée. Catherine Mamet. La loi du 27 novembre 1976, réclamée depuis fort longtemps par les associations de consommateurs, réglemente l'usage des produits vétérinaires et interdit en particulier les implants d'estrogènes de synthèse, reconnus cancérigènes, et même les estrogènes naturels. Cette loi stricte dans son énoncé l'est hélas beaucoup moins au niveau de son application. Les récentes inculpations de vétérinaires, de pharmaciens, d'éleveurs, révélant des trafics de marchandises s'élevant à plus de 20 millions de francs, en sont la preuve. Principale raison du succès des hormones chez les éleveurs, elles font grossir la partie postérieure de la bête et lui font prendre 20 kilos. Implanter un veau consiste à lui injecter des produits estrogéniques et l'utilisant de façon à augmenter le poids. Alors pour ce faire, on utilise des implants avec un implanteur qu'on met à la base de l'oreille. Alors cette implantation peut se faire soit à l'oreille, soit au fanon, soit à tout autre lieu de façon à le cacher à l'inspecteur des denrées d'origine animale. Cependant, au ministère de l'Agriculture, on affirme que tous les contrôles nécessaires sont effectués. D'une part au niveau des ordonnances délivrées par les vétérinaires, d'autre part au moment où l'animal arrive à l'abattoir. 15% des animaux seraient alors retirés du marché, mais d'après certains vétérinaires, c'est 75% qui devraient l'être. Enfin, des contrôles sont effectués aux frontières afin de vérifier la qualité des bêtes importées. Contrôle insuffisant, lacunaire, répondent les paysans français qui dénoncent la concurrence déloyale des éleveurs belges, hollandais ou allemands.
En attendant une législation européenne, la réglementation actuelle est remise en question et un projet de loi est déposé à l'Assemblée afin de l'assouplir, en clair, afin de permettre l'implantation d'estrogènes naturels. Mais il n'en est pas question, les estrogènes naturels, il n'y a absolument aucune preuve qu'ils ne sont pas nocifs. Le doute doit profiter aux consommateurs et dans cette affaire-là, les rapports scientifiques ne montrent pas qu'il y ait forcément une innocuité avec les estrogènes naturels. Donc vous demandez le maintien de cette loi? Le maintien de cette loi et surtout son application, c'est-à-dire que le contrôle existe réellement. Les opérations de récupération et de nettoyage se sont poursuivies toute cette journée près de Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône après la rupture de l'oléoduc européen. Le fioul lourd a cessé de s'échapper et on ne risque plus la pollution du Rhône. La situation s'est stabilisée sur le front de la pollution qui a cependant sévèrement touché un affluent de la Durance. Le point avec Jean-Pierre Abou. Oui, les spécialistes de la sécurité civile ont réussi ce soir à contenir entièrement, à l'aide de barrages flottants, la nappe de fioul lourd qui menaçait la Durance et le Rhône. À l'heure actuelle, il n'y a donc plus de risque pour l'alimentation en eau potable dans la région. L'accident a eu lieu samedi soir, peu avant minuit, à Palude-de-Nove, un petit village des Bouches-du-Rhône, près de Fos-sur-Mer. Brusquement, un flot d'hydrocarbures a jailli à 150 mètres de haut dans un champ de pommiers. Un affaissement de terrain venait de provoquer la rupture de l'oléoduc qui relie Oberhofen dans le Bas-Rhin à Fos-sur-Mer, une canalisation longue de 714 km. Heureusement, les vannes de sécurité ont fonctionné et ce soir, le fioul a complètement cessé de s'échapper. La nappe de pétrole est prisonnière des barrages dressés sur la Durance. Les pompiers des Bouches-du-Rhône et du Var continuent actuellement les opérations de pompage. Des camions-citernes et des péniches récupèrent le fioul lourd qui va être stocké à Fos-sur-Mer. Cette pollution, estimée à quelques 200 000 mètres cubes de fioul, a gravement endommagé une centaine d'hectares de champs et d'arbres fruitiers. L'Arabie Saoudite, qui fournit plus de 30% de nos importations de pétrole brut, envisagerait d'augmenter à nouveau le prix du baril de pétrole avant la fin de ce mois d'août. Selon certaines rumeurs qui circulent dans les milieux économiques internationaux, l'Arabie Saoudite souhaiterait faire passer le prix de son baril de 28 à 32 $, ce qui aurait évidemment pour conséquence une nouvelle augmentation de l'essence et du fioul. Le président iranien Bani Sadr a vivement critiqué hier soir l'anarchie et le despotisme islamique qui règnent en Iran. Et cela au moment où le nouveau Premier ministre iranien, M. Rajai, a été nommé après bien des discussions. Plus que jamais en Iran, la lutte est sévère entre le pouvoir civil, représenté par M. Bani Sadr, et le pouvoir des religieux. Guy Sartoulet. Pour Bani Sadr, c'est un peu la défaite des modérés. Il avait présenté plusieurs de ses candidats également modérés et qui avaient sa confiance, mais sans succès. Il a fini par céder à la pression du Parti républicain islamique qui a la majorité à l'Assemblée et a présenté Mohammad Ali Rajai, qui est un dur, directement dans la ligne de l'imam Khomeini. Mohamed Ali Rajai a 47 ans, il est député de Téhéran et ancien ministre de l'Éducation nationale. C'est un anticommuniste et un intégriste. Il a d'ailleurs accepté ce poste que comme un devoir religieux. Sous le Shah, il était instituteur, membre du mouvement de libération de l'Iran, dirigé par Mehdi Barzaghan. Il a été plusieurs fois arrêté et il a fait 2 ans de prison. Aujourd'hui, il a tout de suite donné le ton en disant qu'il ne voulait pas d'un gouvernement de coalition. Le gouvernement, a-t-il dit, a sa propre ligne politique qui n'est ni celle du président Bani Sadr, ni celle du Parti républicain islamique, c'est la ligne de l'imam Khomeini et de la révolution. L'Iran a donc un Premier ministre à qui Bani Sadr a donné carte blanche pour nommer ses collaborateurs. Il était temps, car le pays avait un besoin pressant d'un gouvernement. Pour Bani Sadr, la situation dans le pays est anarchique. Au cours d'un meeting, il a déclaré « Il faut que les savants gouvernent, pas les flatteurs, pas les menteurs, pas les brutes, pas les charlatans qui mentent sur l'islam », attaquant au passage les partisans du despotisme islamique qui cherchent, selon lui, à réduire son pouvoir. Pourquoi dans ce pays, s'est-il étonné, existe-t-il autant de prisons? Les gardiens de la Révolution, l'armée, la police sont leurs prisons. Avec tous ces groupes, on ne peut assurer la sécurité dans ce pays. Je peux résoudre 90% des problèmes, a-t-il continué, sans les gardiens de la Révolution, les comités et les prisons. Mais il faut que soient représentées toutes les tendances au gouvernement, pas seulement un groupe. En cela, il s'oppose à son Premier ministre, Mohammad Ali Rajai, qui ne veut pas de gouvernement de coalition. Mais les 2 hommes sont destinés à s'entendre, car la situation économique et sociale en Iran est catastrophique.
l'Iran n'avait plus de gouvernement depuis 9 mois. Ouverture cet après-midi à Genève de la deuxième conférence de révision du TNP, autrement dit du traité de non-prolifération nucléaire. Un traité qui, je vous le rappelle, n'a pas été ratifié par deux des 5 puissances nucléaires officielles, la France et la Chine. Les États non nucléaires vont demander aux 3 autres grandes puissances possesseurs de la bombe, les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne, de conclure au plus vite le traité de désarmement général et complet qu'elles négocient depuis maintenant 3 ans. D'autre part, les États nucléaires devraient s'engager à ne pas recourir ou à ne pas menacer de recourir aux armes nucléaires contre les pays qui en sont dépourvus. Les importations françaises de pétrole brut ont diminué d'un peu plus de 10% pendant le premier semestre par rapport à l'an dernier. La France est donc en passe de respecter les engagements pris à Bruxelles de ne pas dépasser un certain plafond d'importation. Demain, dans notre édition de 13h, premier direct en compagnie des hommes politiques en vacances avec Jacques Chirac, qui répondra de Meymac en Corrèze aux questions de Jacques Hébert et Jacques Lenoir. Seront également interviewés par la suite François Mitterrand, Jean Le Canuet et Georges Marchais. Attentat au plastique la nuit dernière à Marseille. Un engin explosif très puissant a dévasté, vous le voyez, une partie de l'immeuble abritant les éditions Encre Noire, une coopérative ouvrière de production ouverte particulièrement au courant politique d'extrême gauche ou encore écologiste. L'explosion n'a fait seulement, pourrait-on dire, vu la violence, une douzaine de blessés, dont 6 sont encore à l'hôpital. Et cet attentat a été revendiqué au téléphone par une cellule Ordre et Justice Nouvelle des amis de l'inspecteur Mazel, du nom de l'inspecteur qui avait trouvé la mort l'année dernière à la foire de Marseille. Il était tombé d'un toit en poursuivant des manifestants antimilitaristes. Le prototype d'une station météo flottante et complètement automatique a été mouillé à 600 km à l'ouest de la Bretagne. Cette station, Armor 2, permettra de réduire les délais de prévision météo de 6 à 12 heures environ et améliorera donc la sécurité des pêcheurs et des plaisanciers. À l'Aisne, c'est quasiment fini. L'un des cyclones les plus violents du siècle, les morts de sa belle mort en arrivant au Texas. Les quelques 200 000 Texans qui s'étaient réfugiés à l'intérieur des terres en auront été quittes pour la peur. L'ouragan s'était transformé en une vulgaire tempête, un peu plus forte même que les autres. Au total, malgré tout, ce cyclone tropical a tout de même provoqué la mort de 106 personnes, principalement à Sainte-Lucie et à Haïti, et il a causé plus d'1 milliard de dollars de dégâts. Il faut souhaiter une mer beaucoup plus calme à Daniel Mingui, un nageur de 36 ans qui tente depuis ce matin de réaliser une traversée sans précédent entre le Cap Martin sur la Côte d'Azur et Calvi en Corse, soit au total environ 176 km et une cinquantaine d'heures de nage non-stop. Enfin, cette dernière information pour les passionnés de la photo, une firme britannique a annoncé la mise au point de la première pellicule noir et blanc permettant d'obtenir des négatifs sans métal argent. Une découverte particulièrement judicieuse. Le prix de l'argent métal, en effet, est en hausse constante depuis des années. La commercialisation de ce nouveau film est prévue pour le mois prochain. Paul Robert, l'auteur du célèbre dictionnaire qui porte son nom, est mort à Mougins la nuit dernière. Paul Robert était âgé de 70 ans. Curieux destin que celui de cet homme qui s'est pris de passion pour la langue française et qui avait confié à Alain Weller dans quelles circonstances cette vocation lui était née. C'est d'ailleurs dans sa propriété de Mougins, précisément, qu'Alain Weller l'avait rencontré en compagnie de sa femme. Paul Robert et sa femme Vanda dans l'ancien presbytère dont il a fait sa résidence principale dans l'Yonne. Rien ne destinait ce fils d'une grande famille de colons né en Algérie à Orléansville en 1910 à devenir le nouveau Littré. Simplement, pour rédiger sa thèse de doctorat consacrée à la culture des agrumes, il s'était servi de dictionnaires qui ne le satisfaisaient pas. Alors, à 35 ans, il décidait d'en rédiger un pour lui. Son idée, il y a toujours un mot juste et un seul, mais il faut le trouver. Un dictionnaire alphabétique ne suffit pas, il doit être analogique. En un an, il explore les lettres A et B. Armes, conduite à baïonnette, banquet à agape, etc. J'avais eu le malheur de perdre ma mère alors que j'avais 22 ans. Et tout l'héritage de ma mère a passé dans la préparation, dans l'élaboration de cet ouvrage. Alors, mon objectif a été de faire un dictionnaire qui permette à tout Français moyen de retrouver les mots connus mais oubliés et d'apprendre les mots ignorés. L'art de la chasse se dit synégétique.
vous pouvez fort bien l'avoir oublié. Comment le retrouver si vous ne connaissez pas le mot cynégétique, savoir comment il s'orthographie? Mais il suffit de le trouver dans le Robert au mot chasse, art de la chasse, voire cynégétique. Commencé au lendemain de la guerre, ce premier dictionnaire en 6 volumes était terminé en 1964. Patrick Ponce, grièvement blessé lors du Grand Prix moto de Grande-Bretagne hier à Silverstone, est toujours dans un état critique. Les communiqués publiés par les médecins restent inquiétants. Jean-Pierre Chapelle, quelles sont les dernières nouvelles? Eh bien, effectivement, Patrick Ponce est toujours dans le coma. Les médecins réservent leur diagnostic. Que dire pour nous rassurer que Patrick Ponce a déjà été victime de plusieurs accidents et qu'à chaque fois, il s'en est bien sorti. Alors, espérons que nous aurons d'ici peu des nouvelles de ce jeune pilote, probablement le plus doué de sa génération, que nous allons voir dans quelques instants en action sur le circuit d'Hockenheim. Ce n'est pas par morbidité que nous avons choisi ce circuit où Patrick Depailler s'est tué il y a 10 jours, mais parce que c'est sur ce circuit que Patrick Ponce avait gagné son titre de champion du monde 750 cm3 et il expliquait ce qu'il voulait faire dans la course. Tactique en course, je n'aime pas tellement de parler de tactique en course parce qu'en fin de compte il n'y en a jamais. On part le mieux possible, on essaye de rester à la meilleure place et on essaye de terminer le mieux placé. Donc pour moi c'est ça. Je vais essayer, sur un circuit comme Hockenheim, à mon avis, il faut essayer de tout de suite se débarrasser des autres pilotes et faire partie du premier groupe. Parce qu'à Hockenheim, des groupes se forment et c'est impossible au bout de 2-3 tours de passer d'un groupe à un autre, à moins vraiment de tourner 3-4 secondes plus vite. Vous allez le voir, sur ce circuit extrêmement technique, extrêmement rapide, Patrick Ponce allait faire la différence, allait s'imposer au cours des 2 manches. Et c'est ainsi que l'été dernier, il devenait champion du monde 750 cm3, la première fois qu'un Français était champion du monde motocycliste. Patrick était connu dans tout le monde de la moto, il l'est toujours, ne le mettons pas au passé. J'espère bien pour lui qu'il va être très vite retapé. Patrick est un battant, un garçon très énergique en course, mais qui a eu souvent de la malchance. Il a eu des épreuves, des années sans, comme l'on dit, où il n'arrivait pas à faire de résultats. Cette année, il était bien reparti en 500 cm3 et nous espérons le revoir bien vite sur un podium, comme ici à Hockenheim, alors qu'il devenait champion du monde. Est-ce que vous estimez, Jean-Pierre Chapelle, qu'il y a un problème de sécurité pour les circuits moto comme il y en a un pour les circuits automobiles? Il y a toujours un problème sur les circuits qui sont d'ailleurs en général les mêmes pour les motos que pour les autos. Mais en fait, le problème est différent. Si pour les automobilistes, il faut des barrières de sécurité qui les bloquent en cas de sortie, pour les motocyclistes, au contraire, il faut l'inverse, il faut supprimer ces barrières qui peuvent être trop dangereuses pour eux et les remplacer par des bottes de paille ou alors par des espaces très larges. C'est ce que nous allons voir sur un circuit qui est très sûr, le circuit du Castellet. Nous voyons d'ailleurs ici Patrick Ponce en train de prendre de l'angle dans les virages extrêmement serrés du Castellet. Vous le voyez, les angles que sont obligés de prendre les hommes. Alors évidemment, de temps en temps, il peut y avoir des risques. Mais vous le voyez, les filets de protection amortissent le pilote, ici Christian Estrosi, qui ne s'est fait aucun mal dans cette chute rapide. Nous allons voir d'autres accidents et vous pourrez le constater, si les alentours du circuit sont bien dégagés, en général les pilotes moto ne se font aucun mal. Le grand risque, évidemment, c'est si une autre moto vient percuter le pilote, et c'est ce qui est arrivé à Patrick. Mais cela est absolument imprévisible. Par contre, les filets de protection le long des circuits permettent, regardez-le bien, des sorties de route brutales, mais finalement sans danger. Virginio Ferrari se relève sans dégâts. Regardez au ralenti, quand même, la cabriole qu'il s'est permis de faire sur ce virage du Castellet. Vous le voyez donc, en fait, tout dépend de la qualité d'un circuit, et de plus en plus, les circuits deviennent sûrs, sans compter la qualité des pilotes, car vous allez le voir, Johnny Cecotto, au même endroit, dans les mêmes conditions, eh bien, lui, s'en sort. Ouf! Oui, impressionnant. Le sport automobile a été également très affecté, non seulement par l'accident de Patrick Ponce, mais vous le savez, par la mort récente de Patrick Depailler. La victoire hier de Jacques Laffite n'a rien fait oublier, mais la course continue.
Le pilote australien Alan Jones est toujours en tête du championnat du monde des conducteurs. Jacques Laffite est 4e avec 16 points de retard. Il lui reste 5 courses pour combler son handicap. Est-ce que c'est envisageable? Jacques Laffite répond à Bernard Giraud. Mathématiquement, pour le moment, je peux être champion du monde en calculant les points avec le nombre de résultats de la deuxième partie de la saison. Jacques Laffite, Ligier, Gitane peuvent être champions du monde cette année. Alors, moi, j'y crois. Tant qu'on ne m'aura pas prouvé mathématiquement que le jour où John sera irrattrapable parce qu'il aura 2 points de plus que le maximum que je puisse avoir, à ce moment-là, je vous dirai, je ne suis pas champion du monde. Mais maintenant, je veux être champion du monde et je crois qu'on a tout pour être champion du monde. Il faudrait que John ait un peu moins de réussite, mais j'ai pas eu de réussite depuis le début de la saison. Ça fait quand même 6 mois, 7 mois maintenant. Alors, il ne reste plus que 3 mois de course. Pourquoi Jones n'aurait pas 3 mois sans réussite? Un titre de champion du monde, une victoire, cela suffit pour vous inciter à continuer et à oublier le reste? Non, mais moi, je n'oublie jamais. Hein. Je n'oublierai jamais rien. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est, j'ai envie de courir. Et puis, il peut arriver n'importe quoi autour de moi, je continuerai à courir. Alors, peut-être que si j'étais champion du monde, on change. Hein. Moi, quand j'avais 20 ans, je disais des choses de la vie d'une certaine façon. Maintenant, je les dis différemment parce que j'ai vieilli, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vous dis que si j'étais champion du monde, j'arrêterais peut-être la course tout de suite après. Et puis, demain, je vous dirai champion du monde. Je vais encore prouver que je vais être champion du monde. Puis voilà. La mort d'un homme, c'est toujours très important pour... Après, on réfléchit, on pense à beaucoup de choses, mais moi, ça me renforce dans ma conviction qu'il faut que je fasse très attention et ça me renforce dans l'idée que ce que je fais est très difficile et très dangereux. Donc, attention, regarde bien autour de toi ce qui se passe et ne fais pas les mêmes bêtises. Voilà, donc c'est encore une expérience. La météo maintenant, il a fait chaud sur la moitié sud de la France en ce lundi. Il y avait en effet 31 degrés à Marseille et 27 degrés à Toulouse. Mais on a relevé également 25 degrés à Nancy et 20 degrés à Limoges. Demain mardi, le temps restera chaud dans le midi. Au nord de la Loire, le ciel sera un peu plus frais et variable, avec des passages nuageux qui s'étendront demain matin des Charentes au Jura et au nord des Alpes. Vers 22h40, le dernier journal vous sera présenté par Joseph Poli. Bonsoir et merci. Thank you.